comme la semaine dernière. Deuxième conférence sur l'estime de soi. Et on est un peu moins nombreux que la dernière fois, mais bon, je trouve que ceux qui sont venus, c'est parce que c'est un thème comme qui est très intéressant. Essayer de se retrouver, de retrouver un petit peu l'estime de soi. Et tous les événements qui sont en train qu'on vient de voir et qu'on a vécu pendant 2 ans, nous font bien voir que cette estime de nous-mêmes a des lacunes. C'est-à-dire, on croit des choses parce qu'on nous raconte et on a beaucoup de difficultés à savoir la vérité. Et comme je dis toujours, la vérité, on la connaît. C'est-à-dire, on prend les bonnes décisions quand on connaît la vérité des choses. C'est-à-dire le libre arbitre. On parle du libre arbitre. C'est-à-dire, comment pouvoir avoir des libres arbitres si on ne connaît pas totalement, si on n'a pas la connaissance totale des choses. C'est impossible. C'est impossible. Donc, le libre arbitre total existe que quand on a la connaissance des choses en profondeur. Et à partir du libre arbitre, on choisit faire le bien ou de faire le mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que faire le bien? C'est-à-dire que en faisant un acte, on attend les fruits, c'est-à-dire l'acte en soi, c'est pas l'acte en soi, mais c'est l'acte qui va déterminer les conséquences. C'est-à-dire, si on fait un acte négatif, on va avoir des fruits ou des conséquences négatives. Si on fait un acte positif, logiquement, on va avoir des fruits positifs. Donc, en fait, je crois que c'est plutôt, en soi, c'est pas l'acte, c'est les conséquences de l'acte qui vont provoquer le jugement, justement, de ce que c'est. Alors, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de l'estime de soi, de la valeur. De la valeur que l'estime de soi, il y avait l'un des participants qui m'avait dit que c'était une reconnaissance de la valeur. Et que j'avais dit que c'est un truc statique. Bon, comment reconnaître notre valeur? Quels sont nos propres moyens de reconnaître notre valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vaut? Compliqué. Et qu'est-ce qui est important, par exemple, pour vous, et peut-être moins important pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit la valeur d'une personne? Alors, on va revenir à l'enfance, d'accord? Et juste pour vous expliquer quel est le mécanisme qui arrive à donner de la valeur aux choses, c'est-à-dire quand on a quelque chose qui, pour nous, a de la valeur, on le protège. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'on ait 1 million d'euros ou un bijou qui coûte une fortune. Évidemment, on ne va pas le laisser dehors. Le risque de se faire piquer est énorme. On va le protéger dans l'endroit le plus caché, le plus pour que personne n'ait accès à cet élément de valeur. Et à partir de ce qu'on fait, c'est un acte naturel, c'est-à-dire de protéger ce qui pour nous a de la valeur. Maintenant, revenons à nos parents, d'accord? Je ne parle pas des enfants, hein, d'accord? Je parle de nous en tant qu'êtres humains qui avons vécu. Si on définit la maman qui va donner le côté affectif, le côté sentimental, le père, je parle de manière générale, parce que des fois, il y a des interférences de la... Il n'y a pas de papa, la maman va devoir jouer le rôle et de papa et de maman, c'est-à-dire protéger l'enfant et lui donner le côté affectif. Et si jamais la maman n'est pas là, le papa va devoir donner le rôle protecteur et le rôle affectif. Mais de manière générale, l'homme doit donner à l'enfant, à son enfant, le côté protecteur. Il est évident que si
un enfant ne se sent pas protégé, nous, par exemple, la valeur que l'on a de nous-mêmes va diminuer. C'est-à-dire quand on arrive dans ce monde, et puis on a un papa, supposons que l'on est tous un papa, et cette sensation de protection n'existe pas, l'enfant, tout de suite, va penser qu'il n'a pas de valeur, et en plus, il va se donner des raisons à travers lesquelles le papa ne lui donne pas de la valeur. C'est-à-dire, il va amplifier le phénomène, c'est-à-dire, il va dire « papa ne me donne pas de la valeur », et il y a des raisons pour ça. Et ça, c'est terrible, parce que ça touche, bien évidemment, l'estime de soi de l'enfant, qui après, quand il va devenir adulte, ça va laisser évidemment des séquelles. C'est-à-dire, si un papa n'a pas fait ses devoirs, si un papa n'a pas protégé l'enfant pour que l'enfant dise « j'ai de la valeur pour mon papa », donc ce qui veut dire il m'a protégé, il m'a donné de la valeur, mais si le mien ne me l'a pas donné, il va donc se dire qu'il n'a pas de valeur. Première conséquence, s'il n'a pas de valeur, il va être tout de suite, il va tomber dans le piège de personnes qui vont lui faire croire qu'il en a. C'est-à-dire le fait que l'on entend souvent les relations toxiques. Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? C'est un enfant qui est tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui lui a dit qu'il valait beaucoup. Sur ce, il va être accroché d'une manière très dépendante, parce que tout de suite, l'attachement vers une personne qui lui vend comme quoi il est très, il a beaucoup de valeur, imaginez-vous, la personne va s'accrocher, et ça c'est terrible. Et de là, une fois que la personne a cru qu'il y avait de la valeur pour cette personne toxique, que va faire la personne toxique de suite? Manipulation. Tout est basé, toutes les relations toxiques que l'on voit, que l'on va, que par exemple, qui est un coach, vous allez en voir, certainement beaucoup, parce que c'est vraiment une pathologie qui est très fréquente. Et la première chose à faire dans une personne qui a cru qu'une personne toxique lui a donné de la valeur, essayer que la victime retrouve la valeur qu'elle a par elle-même. Et ça, c'est compliqué. Parce que, évidemment, si quand il était petit, son papa ne lui a pas donné de la valeur, que quelqu'un lui a vendu en lui disant qu'il en avait beaucoup, et que, par exemple, ton travail, une manière de séduire quelqu'un, c'est lui rendre ton travail que tu as, il dit là, toi tu vaux beaucoup plus que ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et le pauvre qui est là, il dit, ah regarde, c'est peut-être rien. Et puis, oui, regarde, tu devrais mieux t'habiller, tu devrais mieux. Et tout de suite, la personne commence à avoir une image de soi qui, on dirait que la personne est en train de le renforcer. Bien entendu, plus cette personne sans estime de soi, sans valeur, va se sentir valorisée par quelqu'un qui joue, c'est-à-dire, ce n'est pas vrai, c'est juste une manière de séduire à la personne. C'est comme, vous connaissez la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ça commence comme ça, c'est-à-dire le renard qui est en bas, qui veut le fromage qui est dans le bec du corbeau, commence à dire qu'est-ce que vous chantez bien, qu'est-ce que vous dire, et le corbeau se laisse séduire et il va chanter, il ouvre le bec et fait tomber le fromage. Et bien ça c'est pareil, on assiste à des phénomènes très semblables, c'est exactement comme ça. Et une personne qui est séduite par l'enchantement d'une autre personne qui commence à le faire voir qu'est-ce qu'elle est belle ou qu'est-ce qu'il est beau, et bien c'est foutu parce qu'après il va être manipulé, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Alors comment donner de la valeur
quelqu'un qui pense qu'il n'est rien. Et ça arrive trop souvent à n'importe quel âge. Et dans n'importe quelle situation. Et bon, il y a des techniques, et j'en propose toujours une à des patients qui, je vois, n'ont pas de valeur par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont rien. C'est terrible. C'est terrible. Et il y en a qui n'ont pas de valeur pour eux-mêmes. Et bien entendu, la situation économique que l'on vit à l'heure actuelle, c'est encore pire. Parce que si déjà ils pensent qu'ils n'ont rien, et qu'en plus, ils voient que ces circonstances extérieures s'effondrent, mamma mia, c'est le désastre. Le taux de suicide a augmenté énormément, surtout au niveau des hommes, à cause de ça. C'est-à-dire, il faut renforcer, à mon avis, beaucoup plus les signes de soi, puisque la situation économique, elle est catastrophique, mais elle est catastrophique pour tout le monde. Donc la manière un petit peu d'aider les gens, c'est de les faire retrouver un peu cette estime de soi, cette valeur qui n'a pas été donnée à un moment donné, pour qu'au moins ils retrouvent en eux la possibilité de se reconstruire. Et c'est de là, c'est pour ça que je me suis rendu compte il y a quelque temps de ce que je suis en train de parler. Ce manque de confiance en soi, de valeur. Et il y a une manière, bien entendu, de renforcer l'estime de soi. Et c'est un travail véritablement personnel. C'est-à-dire, alors, vous allez comprendre tout de suite parce que c'est une bonne technique que vous pouvez faire tous pour retrouver de la valeur de vous-même. C'est-à-dire, puisque, admettons qu'on a été avec des personnes qui n'ont pas reconnu en quelque sorte ce qu'on donnait. C'est-à-dire, le fait de faire des choses, du bien envers des choses, de l'attention, de l'écoute, de trouver des côtés, c'est-à-dire être à l'écoute, faire les choses comme il faut, être attentif, tout ceci c'est des valeurs. L'honnêteté, ce sont des valeurs. Tout ceci sont des choses qui sont très importantes et que souvent elles n'ont pas d'écoute. C'est-à-dire, on parle dans le vide. C'est-à-dire, on est quelque part pas écouté, pas reconnu. Et donc, si quelqu'un ne reconnaît pas cette valeur qui a été donnée, c'est-à-dire le fait de passer du temps, le fait d'écouter, le fait de prendre sur soi des problèmes qui ne sont pas justement de soi-même, c'est la valeur. C'est-à-dire éviter justement qu'il y ait trop de mauvaises paroles devant les enfants, pour éviter justement que les enfants soient blessés, c'est de la valeur. Tout ceci, et il faut faire un récapitulatif personnel, bien entendu, entre ce que je donne et tout ce que je reçois. Cette liste, en général, bien sûr, quand il n'y a pas d'équilibre dans un couple, ou alors dans les parents, c'est-à-dire l'enfant, il fait les courses, il va faire tout ce qu'il faut à la maison, il fait de quoi manger, bien entendu, tout ceci n'est pas reconnu par la maman. L'enfant trouve ça normal, comme quoi c'est une habitude, il va se soumettre justement à tout ça, voilà, et tout ce qui donne n'a pas de valeur, justement parce que la valeur est donnée au moment où il y a une reconnaissance et l'enfant devient soumis. Il se soumet vraiment. Et toute sa vie, tant qu'il n'aura pas revu tout ceci, c'est-à-dire lui donner à la maman le rôle qu'elle aurait dû avoir, c'est-à-dire le rôle affectif, le rôle de reconnaissance, le rôle de validation, c'est-à-dire que
lui-même doit se remettre se revoir lui-même. C'est ça qui est compliqué chez un enfant. Puisqu'il ne peut pas se voir, il apprend. Mais quand on est adulte, il faut aller réviser ce qui s'est passé dans le passé pour rétablir cet ordre qui a été cassé par les trois parents, bien entendu, qui n'ont pas fait son devoir parce qu'ils ne savaient pas, tout simplement. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Il n'y a pas, comme je disais la semaine dernière, il n'y a pas d'école de papa ou de maman. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les papas, mamans actuellement? Ils copient ce qu'ils ont vu à la maison. C'est-à-dire, si vous méprisez un enfant et si c'est une forme d'éduquer les enfants, eh ben on méprise. C'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est-à-dire le mépris, le fait de prendre les enfants pour rien ou parce qu'ils dérangent de manière insultante des fois. On le voit, on sort n'importe où, tiens-toi bien, fais pas de bruit, tout ceci. Voilà, c'est la faute de l'enfant. Un enfant, c'est un enfant. Il ne comprend pas aux règles des adultes. Il ne les connaît même pas. Et ces règles qu'on va imposer à l'enfant sont inconnues pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Le manque d'amour, le mépris. Et il va se vider complètement et il va être attentif. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour avoir un petit peu d'attention de maman ou de papa. De là découlent toutes les pathologies que l'on voit à l'heure actuelle. Le déficit d'attention, par exemple, TD1, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant traumatisé. Il recherche l'attention. Et quand elle ne vient pas, ça devient un déficit. C'est-à-dire qu'il est tellement attentif à rechercher un peu d'affection qu'il en perd la tête. Il en perd la tête. Il en perd la tête. Et bien sûr, il a besoin de cette affection. Il a besoin d'attirer l'attention. Des fois, je pense même que l'énurésie nocturne, est-ce que c'est pas une forme de justement que les parents ne lui donnent pas d'attention? Et oui, et oui. Qu'est-ce que c'est peut-être? Dire, je fais pipi, oui. Eh bien, maman va venir, elle va me changer, je vais avoir 5 minutes d'attention. Tout simplement. C'est suffisant, tous les jours je le fais. Alors, la première fois, ça marche. Les fois suivantes, ça devient un automatisme. Ça, ce n'est plus de la volonté, ça devient de l'inconscient. Et l'origine, c'est pour ça que je dis souvent, il faut revenir toujours au traumatisme initial, c'est-à-dire ce qui a provoqué le déficit plus tard. C'est ça qui est terrible. C'est que des fois, on va traiter l'énurésie avec une hormone. On donne à un enfant une hormone qui s'appelle la vasopressine, justement, pour éviter que la vessie se remplisse pendant la nuit, pour que l'enfant, le matin, n'ait pas fait pipi au lit, qu'il puisse se lever à la toilette tout seul. Ça passe comme ça. On traite le symptôme, on ne traite pas la cause. Et comme ça, dans 90% des maladies, on va se retrouver face à des pathologies qui sont traitables sans médicaments, en les traitant avec des médicaments. Avec les conséquences, bien entendu, que mettre de l'hormone, voilà, la vasopressine, ou alors, pour les enfants qui ont le déficit d'attention, des amphétamines. Alors, bien sûr, les amphétamines, qu'est-ce que ça fait? Ça fixe quelque part, ça les rend encore plus, les pensées vont encore plus vite, donc ils vont se fixer sur ce qu'ils font. En fait, ce qu'ils veulent, c'est attention, un petit peu qu'on les regarde, qu'on les prenne un peu d'affection. Et quand ceci arrive à très jeune âge, ils n'en sont même pas conscients, c'est-à-dire le traumatisme est arrivé trop vite et tout de suite, chez eux, ils disent j'ai besoin qu'on me donne un peu d'affection. Et alors là, il est là le problème. C'est que comment va-t-on réparer un problème qui était à l'âge de 2 ans, où l'enfant a senti qu'il n'était pas aimé, qu'il n'y avait personne pour lui. Et tristement, il est là, il attend, et rien ne vient.
et rien ne vient. Donc il faut, à un moment donné, qu'il fasse quelque chose pour avoir un peu l'affection de sa maman ou de son papa. C'est l'un ou l'autre, peu importe. Lui, ce qu'il a besoin, c'est que j'existe. Parce que c'est le regard. Et nous, ça va. Par exemple, je parlais l'autre jour de la mortalité dans les orphelinats. Pourquoi ils meurent? Parce qu'il n'y a pas ce regard. Quand il n'y a pas le regard de quelqu'un sur un bébé, ce bébé n'existe pas pour lui. Personne ne le regarde. Regardez, quelle est la manière de faire le plus de mal? Être indifférent à quelqu'un. Ne le regarder, il ne m'aime pas. Ça fait mal. Et bien les orphelins qui naissent là-dedans, ils ne comprennent pas ces mécanismes que nous, adultes, on peut comprendre. C'est-à-dire, tiens, regarde, ne regarde même pas. Elle est fâchée avec moi. Par exemple, un enfant qui a 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'il en sait, lui, ces problèmes-là? Il est sur ce qui est là, on ne regarde pas, j'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ciao, à la prochaine. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Le taux de mortalité dans les orphelinats est extrêmement haut. À cause de ça, parce que ce que je disais, c'est que bon, c'est dommage que la femme qui était là la semaine dernière, elle était très touchée, parce qu'évidemment, elle a vécu. Et ils ont des horaires, ce sont des fonctionnaires, c'est-à-dire ils viennent le matin, en arrivant, ils font ceci, comme les personnes qui sont dans les maisons de repos. C'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que dans les maisons de repos, la réponse des personnes âgées est moins. Mais on peut se retrouver dans le même cas. Dire, si personne ne s'occupe d'eux, s'ils ne font pas attention à eux, finalement, si même ces enfants ne sont pas là pour eux, ils décident à un moment donné, ben voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je pars. Évidemment, le délai est plus long, parce que tous les phénomènes psychologiques, le pardon, voilà, l'excuse que les parents ou les grands-parents donnent, se donnent à eux-mêmes, leur permet de vivre un peu plus longtemps dans l'espoir de les revoir. Alors qu'un enfant, non, il n'a pas d'espoir quand il voit que personne ne s'occupe de lui. Et à un moment donné, quand il ne se porte pas, lui aussi, c'est comme ça. Et reconnaître, c'est pour ça que je dis avoir de la valeur pour soi, jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. C'est-à-dire que si même on n'a pas de valeur pour nous-mêmes, pourquoi se défendre? Pourquoi défendre quelque chose qui n'a pas de valeur? Qu'est-ce qui nous emmène à protéger, à combattre quelque chose qui, selon papa, qui m'a dit que j'avais pas de valeur parce qu'il n'avait pas protégé, qu'est-ce qu'ils deviennent ces petits-enfants? Ils deviennent sans valeur et à l'âge adulte, ils sortent et ils vont trouver ce que je disais avant, des gens qui vont les manipuler, ils vont faire de ce qu'ils veulent. Et de plus en plus, on voit des gens qui apparemment vont très bien, et puis en dessous, il y a ce manque de valeur. Alors je répète, l'une des manières les plus, comment dirais-je, efficaces que j'ai trouvées, c'était de décrire ce que l'on a l'habitude de donner, c'est-à-dire ce que je disais, l'attention, l'effort pour les autres, des choses qui sont vraiment pas tenues en compte parce que c'est trouvé comme naturel, comme je fais ça d'habitude, il y avait la chanson là, de Claude François, comme d'habitude. Voilà. Mais si on compartimente les choses, ce qu'il dit, c'est en fait, j'ai pas de reconnaissance, comme d'habitude. J'ai pas de reconnaissance, cette personne ne s'occupe pas de moi. C'est ça en fait, la tristesse en fait de la chanson. Mais c'est là en plus où ce qu'il raconte, c'est trop souvent comme ça. C'est-à-dire, les petits détails ont de l'importance. Il est évident que dans la vie que l'on mène à l'heure actuelle, le temps est petit pour penser à soi. Et il faut penser à soi rien que pour retrouver de la valeur. Que la valeur que l'on peut se donner doit être à partir de là. Et surtout ne pas se mentir. Alors là, par contre,
Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on a eu un maman, une maman ou un papa qui ne nous a pas fait ce qu'il fallait, il faut se reconnaître tel quel. C'est-à-dire, on n'a pas été écouté, on a été présent tout le temps, on a subi tout ce qu'on a subi, on n'a pas été aimé à la hauteur que nous méritions. Et c'est dommage parce que souvent, cette pensée que qu'on peut tous avoir, va dériver sur une sorte de culpabilité. C'est-à-dire, si quelqu'un ne m'aime pas, c'est qu'il a des raisons pour ne pas m'aimer. L'enfant va retrouver en soi des raisons de ne pas être aimé. Et bien entendu, ce mécanisme, ce schéma, une sorte de culpabilité mélangée avec la honte dont on parlait la semaine dernière, que la honte et la culpabilité sont assez unies. C'est-à-dire, si on se sent coupable de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, on va avoir honte de le voir. Et on va avoir un comportement qui peut arriver jusqu'à la paralysie de la personne. C'est-à-dire, si j'ai honte, par exemple, j'ai volé quelque chose à quelqu'un. Et bien entendu, et j'ai une conscience morale. Parce que bon, il faut que ça aille ensemble. Parce qu'évidemment, si je vole mais je n'ai pas de conscience morale, ça n'a pas de sens. Et si on garde le bon sens, c'est-à-dire je vole et je sais que c'est pas bien, puisque je choisis le bon côté des choses, mais là j'ai commis un acte qui n'était pas correct, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gardé dans ma poche ce qu'il m'a donné, j'ai pas l'intention de le lui rendre. Dès que je vais le voir, je vais avoir honte. Et cette honte ne va jamais disparaître. Tant qu'on n'a pas résolu le problème initial, cette honte, cette culpabilité va être là. Donc il faut résoudre le problème de la poche pour que la honte disparaisse. C'est-à-dire, c'est la faute qui a été commise qui provoque la honte. Par rapport à la personne, bien entendu. Et là, imaginez-vous jusqu'où on peut remonter dans l'histoire. Les papas, maman, Adam et Ève, on en est là. C'est la répercussion, d'accord, de la première faute qui a été commise et la honte que les deux, Adam et Ève, ont eu d'avoir commis un péché, le péché original, devant un ordre qui avait été donné par Dieu vis-à-vis de eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont commis la faute? Ils ont eu honte. Et ils ont eu honte. Donc pour ça on ne dirait pas, mais de ce que je suis en train de parler est très important, puisque les religions en parlent depuis le début de notre existence. C'est pour ça que c'est important. Et que tout ce que, là, on parle sur l'estime de soi, a de la valeur. Regardez, le dernier commandement que donnait Jésus, c'est aimez-vous vous-même et aimez les autres. Le problème, c'est que de nos jours, trop de gens ne s'aiment pas. Ils ne savent pas qu'ils ne s'aiment pas. C'est ça qui est dire. Et l'apparence donne, oui, moi j'ai beaucoup de choses, moi je fais beaucoup de choses, mais dans le fond, il y a un vide de leur existence. Pourquoi ils sont si seuls? À cause de ça. À cause de ce manque d'amour propre. Beaucoup trop de gens se basent. Alors, je ne dis pas que. Parce qu'il y a quand même une grande différence. Je ne dis pas de ne pas avoir des choses matérielles. Mais on peut avoir des choses matérielles jusqu'à l'infini, mais il faut avoir de l'amour propre dans l'infini aussi. Je veux dire, si on n'a que des choses matérielles et pas d'amour propre, on est vide. Si on n'a que l'amour propre et pas de choses matérielles, on n'a pas de quoi manger. Donc,
tout ceci, c'est un équilibre propre à chacun. C'est-à-dire, il faut avoir un amour-propre suffisant pour soi-même et en donner quand même un petit peu aux autres. Et de la même manière, avoir des choses matérielles. Il faut arriver à cet équilibre-là qui doit exister, qui à mon avis, moi, je ne sais pas pourquoi la religion dénigre de manière systématique les gens qui ont de l'argent. Je crois qu'il y a en dessous, ou des choses matérielles, hein, je parle, il y a en dessous une idée préconçue qu'il faut être pauvre. D'ailleurs, c'est ce qu'utilisent maintenant nos grands dirigeants en disant que vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Voilà. C'est une interprétation opposée à la réalité. C'est-à-dire, il est évident que si on n'a rien, on est pauvre. On n'est pas heureux. Ça, c'est comme ça. Mais ouais, ils réussissent par la manipulation c'est ce qu'on appelle les demi-vérités. C'est quelque chose de fou. C'est-à-dire, à travers ces demi-vérités, ils arrivent à convaincre la plupart des gens. C'est triste. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils arrivent à convaincre que les gens se vaccinent, que les gens... C'est une demi-vérité. C'est-à-dire, ça va peut-être vous protéger. Alors, la vérité, je crois que ça m'étonnerait, mais c'est comme ça. C'est qu'ils vendent des choses fausses. Et voilà. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances, pour savoir que ce qu'on nous raconte, c'est vrai ou c'est faux. Alors, c'est vrai, parce que raconter que quand quelque chose est vrai, il y a une sorte de résonance qui s'établit. C'est-à-dire, vous sentez en vous des choses qui sont agréables. Quelque chose est faux, l'assimilation est plus lente. Il y a beaucoup de choses, de choses qui n'ont pas très bien compris. La manière, justement, que beaucoup de politiques ou d'économiciens qui disent des choses, on est là, on écoute, mais on ne comprend pas bien la chose. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'explique pas bien, on l'excuse, ou alors parce qu'il veut cacher des choses? Voilà, c'est ça. Donc, quand on connaît la vérité, c'est-à-dire les dessous de table, là on prend les décisions qui sont propres à nous. C'est-à-dire, ce que je disais avant, si on est plus penché pour le bien, on fait les choses correctement, et pour le mal, les choses qui sont incorrectes. Bon, on fait une petite pause.